Christiane Taubira, garde des Sceaux, est notre invitée ce matin. Bonjour. Bonjour, Monsieur Bourdin. Merci d'être avec nous, Christiane Taubira. Nicolas Sarkozy mise en examen. Est-ce que les juges ont appliqué la loi à la lettre? Manifestement, oui. En tout cas, vous savez bien que tout justiciable a des voies de recours. C'est quand même une des vertus de notre système judiciaire, c'est que il est possible de contester une décision de la justice. Donc, à ce stade, Monsieur Sarkozy a parfaitement la possibilité de saisir la chambre de l'instruction. Alors, il conteste le comportement de l'une des deux juges. Est-ce qu'en jetant une forme de discrédit sur la justice, il est dangereux? Qui est dangereux? Nicolas Sarkozy. Écoutez, peu m'importe. En critiquant la justice. Il est évident le fonctionnement de la justice. Il est évident que manifestement il porte une appréciation subjective. Il est aisé d'imaginer qu'une garde à vue est un exercice désagréable. Par conséquent, n'était-ce pas une humiliation que de le placer en garde à vue, franchement? Si les juges ont des raisons de considérer que la garde à vue est nécessaire, ils le font, quel que soit le justiciable. Ils le font dans le respect du droit. Je répète que si le droit n'a pas été respecté, si les procédures n'ont pas été respectées, il y a des voies de recours. Maintenant, le ressenti des uns et des autres peut être perçu et peut être entendu, mais ça n'est pas ça la question. La question est de savoir si nous avons dans ce pays une démocratie, est-ce que nous avons une institution judiciaire qui fonctionne bien selon le droit et selon le respect des procédures. Si c'est le cas, et je pense que c'est le cas, nous nous en réjouissons. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que Nicolas Sarkozy serait allé trop loin en vilipendant l'institution judiciaire. Écoutez, pour reprendre une expression d'Alain Juppé. Hein. C'est ce que j'allais vous dire. J'allais vous dire que dans son propre camp, il y a des personnes qui ont une haute idée de l'État et des institutions et qui ont considéré elles-mêmes que le propos n'était pas pertinent. Une haute idée de l'État et des institutions, mais pas Nicolas Sarkozy. Écoutez, Monsieur Sarkozy, y compris lorsqu'il a été président, a tenu des propos sur l'institution judiciaire et d'ailleurs sur d'autres institutions. Il a critiqué aussi sans précaution ce qu'il appelle les corps intermédiaires. Donc il n'a pas une haute idée de l'État et des institutions. Franchement, il m'intéresse peu et même pas du tout d'analyser les perceptions et les analyses de Monsieur Sarkozy. Je dis simplement que nous avons une institution judiciaire. Il est précieux pour le justiciable le plus ordinaire, le plus démuni, le plus vulnérable que cette institution judiciaire fonctionne bien et à ma place, je veille à ce qu'elle fonctionne correctement. Bien, il s'agit d'abattre l'ancien président et ses proches. C'est devenu une obsession d'État, disait Claude Guéant. Dit Claude Guéant ce matin dans Le Figaro. Obsession d'État? Complot? Non, moi je ne sais pas quelle crédibilité on peut accorder à un tel propos. Et pourquoi? Ce sont des excès, ce sont des réactions. Pourquoi? Parce que tout simplement la justice fait son travail. Nous sommes dans un état de droit. Moi je veux bien toutes les critiques, je veux bien tous les débordements. Mais je veux bien aussi qu'on jette un œil sur la réalité. La réalité, c'est que nous sommes dans un état de droit, qu'il y a des lois qui sont contenues dans le code pénal, dans le code de procédure pénale, et que les magistrats sont tenus de respecter et d'exécuter ces lois et ces procédures. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, que ce soit déplaisant et que les uns et les autres viennent dire « ça m'agace, ça me déplaît, c'est de la persécution, c'est du harcèlement », ça participe du propos de commentaire, du propos de ressenti subjectif, affectif. Mais ce qui est important et ce qui compte pour les citoyens ordinaires, c'est de savoir si la justice fonctionne correctement. Oui. Et nous devons améliorer son fonctionnement, notamment en termes d'effectifs, de moyens et de méthodes. Ça, on va en parler. Mais il a été mis en examen par deux juges, on est bien d'accord, dont l'une est membre d'un syndicat ayant ouvertement appelé à voter contre lui. N'est-ce pas suspect? En quoi est suspect? Ce qui doit être suspect, c'est de savoir si les juges ont outrepassé les obligations que leur font la loi, que leur fait la loi, s'ils les ont outrepassés, c'est ça qui doit être interrogé. Et à ce moment, je rappelle qu'il y a des procédures de recours. Enfin, la justice a organisé la protection des justiciables, y compris des justiciables mis en cause. Donc ça n'est pas à la télévision que ça se passe. Les mises en cause se font selon des procédures. Et si aussi bien le justiciable en question que ses amis qui s'expriment abondamment
considère qu'il y a faute, il ne s'agit pas de se contenter de le dire sur la place publique. Il faut mettre en branle les procédures qui permettent de définir ces fautes et de les sanctionner. Et il est dangereux, je pense, de mettre en cause systématiquement les institutions et ceux qui les font vivre, parce que tôt ou tard, ça fragilise l'institution, et les institutions fragilisées, elles finissent par être dangereuses, y compris pour les puissants. Vous avez menti. Dites, soyez plus précis. Je vous pose la question parce que Nicolas Sarkozy vous accuse d'avoir menti. Oui. Vous l'avez vu? Oui, je l'ai entendu, mais vous bien entendu. Bien entendu. Il vous accuse d'avoir menti. Mais déjà... Il a assuré que vous... c'est vous-même qui aviez assuré que vous aviez appris l'existence des écoutes touchant Nicolas Sarkozy le 7 mars à la lecture du journal Le Monde. Oui. Puis Manuel Valls a dit le contraire 3-4 jours après. Alors je vous rappelle, de quoi s'agit-il? Oui. Il s'agit de savoir si je l'ai su le 3 mars ou le 7 mars. Oui. Savoir quoi? Qu'en septembre 2013, donc nous sommes le 3 ou le 7 mars 2014, oui. En septembre 2013, Nicolas Sarkozy a fait l'objet d'écoutes. Oui. Alors, vous avez fait un psychodrame national pendant une semaine, vous, les médias, vous avez fait un psychodrame national pendant une semaine pour dire que la garde des Sceaux a menti, elle le savait le 3 mars, elle a dit qu'elle a su le 7 mars. Il y a quelque chose d'essentiel à savoir le 3 mars ou le 7 mars, qu'il y a eu des écoutes en septembre 2013. Alors vous le saviez voilà, donc quand? Vous avez réussi. Vous l'avez appris quand? Le 3 mars ou le 7 mars? Oui, alors vous recommencez l'interrogatoire. Mais c'est pas un interrogatoire. Mais oui, c'est un interrogatoire, puisqu'il n'y a pas d'enjeu. Monsieur Bourdin, il n'y a pas d'enjeu. J'en ai le sentiment. Il n'y a pas d'enjeu, monsieur. Je vous dis qu'il n'y a pas d'enjeu. Pourquoi il n'y a pas d'enjeu? Si l'enjeu c'est est-ce que vous saviez qu'il était sur écoute ou pas? Quelle différence? Moi, je vous non, pose je ne le simplement la savais question. pas. Bon. Puisque je vous Donc, vous n'avez pas menti. Puisque je vous répète, lorsque je dis que je ne l'ai appris que le 7 mars, ce que je savais le 3 mars, c'est qu'il y avait une perquisition à la Cour de cassation. Oui. Ça n'est pas banal, il est normal que la garde des Sceaux le sache. Il se trouve qu'une information était arrivée à mon cabinet que je n'ai pas eue exactement et précisément. Mais elle était effectivement arrivée à mon cabinet. Vous n'avez pas eu parce que... Mais quelle est l'importance, monsieur Bourdin, de savoir le 3 mars ou le 7 mars que les écoutes ont eu lieu en septembre 2013? C'est-à-dire, en clair, monsieur Bourdin, le fonctionnement de la justice a changé. Et c'est ça que vous devez admettre. Le fonctionnement de la justice a changé. C'est-à-dire que sous l'ancien quinquennat, monsieur Bourdin, sous l'ancien quinquennat, il y avait des instructions individuelles. Et elles étaient autorisées par la loi d'ailleurs. Il y avait des instructions individuelles dans les procédures pénales. Sous l'ancien quinquennat, il y avait du démembrement de procédures. Il y avait du déplacement de magistrats. Il y avait des mises en cause de magistrats. Sous cette législature, sous la responsabilité de François Hollande, les juges travaillent au point qu'ils mettent sur écoute un ancien président de la République en septembre 2013 et qui n'en informe la garde des Sceaux qu'en mars 2014. Donc vous ne saviez pas que les choses soient très claires, que Nicolas Sarkozy était placé sur écoute? J'ai une information écrite qui arrive à la chancellerie le 3 mars. Bon. Henri Guénaud, qui était à votre place jeudi matin, demandait l'interdiction du syndicalisme pour les magistrats. Est-ce que vous y êtes favorable? D'abord, si la question était posée de façon sereine, pour se dire les magistrats ont quand même une mission très particulière, puisqu'ils reçoivent délégation de la puissance publique pour juger au nom du peuple français, et ils ont ce pouvoir extraordinaire de restreindre les libertés ou de priver de liberté. Donc on peut effectivement s'interroger, mais ça n'est pas le cas. C'est lorsque l'un des leurs est mis en cause sur des griefs, pas sur des fantaisies, sur des griefs. Il appartient après à l'institution judiciaire de prouver que c'est fondé ou pas. Mais les griefs sont définis. Je veux dire qu'ils sont définis. Vous ne connaissez pas le dossier, vous? Mais je n'ai pas à le connaître. Je vous rappelle que lorsque nous sommes arrivés en mai 2012, il y avait 48 000 remontées d'informations. 48 000. Il y en a moins de 4 000 et nous allons atteindre 2500 remontées d'informations. C'est-à-dire que j'ai demandé qu'on cesse de remonter les actes de procédure, qu'on cesse de remonter les procès-verbaux, qu'on ne nous remonte que les éléments qui nous permettent rien des affaires concernant Nicolas Sarkozy. Que l'on ne remonte que les éléments qui permettent, de voir si la jurisprudence est la même, c'est-à-dire que si tous les justiciables sont traités de la même façon sur tous les territoires, et remonter effectivement les affaires sensibles. Mais non pas remonter le contenu des affaires sensibles, remonter le signalement, signaler les procédures, de façon à ce que l'exécutif, tout à fait normalement, soit en capacité de s'exprimer sur une affaire sensible. Christiane Taubira, donc je répète d'une phrase simplement sur la question du syndicalisme. Il y a une histoire du syndicalisme. Le syndicalisme dans la magistrature n'a pas surgi ainsi. Il y a une histoire, il y a une
constitution d'association d'abord. Ensuite, le corps s'est organisé en syndicat. Pour ma part, je ne remets absolument pas en question le syndicalisme dans la magistrature. Maintenant, je peux entendre qu'on en débatte, mais on doit en débattre de façon désintéressée. C'est-à-dire en débattre? Je veux dire, les personnes qui posent la question du syndicalisme dans la magistrature doivent être en capacité de le faire de façon désintéressée et non pas pour essayer de faire échapper un justiciable à l'éventuelle rigueur de la loi. Pour ma part, je ne remets pas en question le syndicalisme dans la magistrature. Encore 2 questions et nous passons à la réforme pénale. Suppression de la Cour de justice de la République. Vous y êtes favorable? Le président de la République s'était très clairement engagé en disant qu'il souhaite que les personnalités politiques soient jugées dans les juridictions de droit commun. La suppression de la Cour de justice de la République nécessite une réforme constitutionnelle, c'est-à-dire 3/5 de voix. Elle sera engagée ou pas? Vous avez vu, le texte est déjà prêt, puisque sur tous les engagements mais pris... justement... Vous avez vu que la réforme constitutionnelle pour réformer le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas pu aboutir jusqu'au bout de son trajet parce que les 3/5 nécessaires à l'Assemblée nationale et au Sénat ne sont pas garantis. Donc on peut jouer et faire semblant, présenter des textes en sachant qu'ils ne vont pas aboutir. On peut le faire. En tout cas, le président de la République n'a pas remis en cause cet engagement-là. Un élu condamné devrait-il être inéligible à vie? Ça dépend forcément de la faute. C'est au juge de le dire. Mais ils vont pas le dire. Ils vont pas le dire selon leur fantaisie. Absolument. Ils vont pas le dire selon leur fantaisie, mais selon le code pénal, je rappelle. Oui, mais vous n'êtes pas favorable. Le code pénal prévoit les circonstances dans lesquelles il y a inéligibilité. Bon. La réforme pénale adoptée, puis modifiée quand même par le Sénat. Demain, dernière étape, commission paritaire, Assemblée Sénat, pour une adoption définitive du texte. Christiane Taubira, votre texte. Le texte a été modifié. La contrainte pénale devient une peine autonome. Je dis bien autonome, au lieu de s'ajouter à l'arsenal de sanctions à disposition des juges. C'est bien ça? Non, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une contradiction entre être une peine autonome et s'ajouter à l'arsenal. La différence, c'est que les juges sont pas contents, la contrainte pénale que nous avons conçue au niveau du texte du gouvernement, parce que c'est pas mon texte, je suis pas en train de réaliser un rêve de ma vie. C'est vous qui le portez. J'en ai la responsabilité que j'assume totalement, y compris sur les procès à tort qui me sont faits, sur des choses qui ne sont pas dans le texte, ou tout ce qu'on a pu inventer, j'assume totalement, c'est ça, être en responsabilité. Donc, le texte du gouvernement avait prévu une contrainte pénale qui est assortie d'une possibilité d'incarcération s'il y a un échec total. Pourquoi un échec total? Parce que la contrainte pénale, c'est une mesure qui est chargée d'un accompagnement très serré, très individualisé, ajusté, adapté et surtout évalué. De sorte que c'est un parcours. Et si, malgré ce parcours, il y a un constat d'échec, il y a une incarcération. Et en plus, nous avons augmenté les prérogatives des forces de sécurité, donc police et gendarmerie, pour assurer le respect du contrôle. Le Sénat a modifié votre texte. D'accord. Donc je suis en train de vous expliquer que la différence, c'est pas par rapport à l'Arsenal, la différence c'est par rapport à ce qu'avait prévu le gouvernement et ce qu'a introduit le Sénat, c'est que vous êtes d'accord avec ce qu'a introduit le Sénat ou pas? Non, puisque ce que nous avions, puisque ce que nous avions travaillé, mais je l'ai dit très clairement lors du débat. Je l'ai dit. Voilà. Donc voilà, quand même, ce que nous avions conçu. Les juges disent, on est en train de tuer cette contrainte pénale, on nous enlève la possibilité de prononcer la prison, c'est du n'importe quoi. Ce sont les magistrats, et les magistrats les plus modérés qui disent cela, Christiane Taubira. C'est-à-dire que conduite sans permis, voiture incendiée, délit de fuite après un accident, usage de stupéfiants, refus d'obtempérer lors d'un contrôle, plus de prison, terminé. Je retrouve bien là l'exercice, un de vos exercices favoris, Monsieur Bourdin. Le quoi? Mais moi je vais dans la précision. C'est vrai ou faux ce que je vous dis? C'est vrai ou faux? Le Sénat... Non, mais je vous demande, c'est vrai ou faux? Mais je suis en train de vous répondre. Que le Sénat a considéré qu'il pouvait retenir sur un certain nombre de délits. Moi, je lui ai fait des observations là-dessus. Vous avez suivi les débats, j'espère. Voilà. Donc, j'ai exprimé le désaccord du gouvernement, mon désaccord à moi, en tant que garde des Sceaux, et j'ai expliqué qu'en plus, il y avait un certain nombre de sanctions, un certain nombre de fautes qui méritaient éventuellement de supprimer l'incarcération. Je pense par exemple au non-paiement des pensions alimentaires. Je pense qu'il est plus utile d'être efficace sur le versement de la pension alimentaire que de prononcer 2 mois d'incarcération.
Oui. D'accord? Bon, je leur ai dit ça, par exemple, vous n'avez pas prévu. Donc, il y a un désaccord de principe et il y a en plus un désaccord sur les délits qui ont été retenus. Pour revenir sur ce qu'a décidé le Sénat. Écoutez, je me suis exprimé très clairement ce que je vais refaire et ce que je fais grâce à vous là. Vous voyez, ça sert de venir. Il se trouve, absolument, il se trouve que là, nous sommes dans le temps du Parlement et qu'il revient aux députés, aux sénateurs de s'entendre. Et je crois qu'effectivement, ils interrogent cette disposition. Bien, Christiane Taubira, réforme du financement de l'aide juridictionnelle. Là aussi, les avocats sont en colère aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, entre autres, vous voulez leur infliger une taxe sur le chiffre d'affaires, taxe sur les cabinets d'avocats, chiffre d'affaires des cabinets. Alors, l'aide juridictionnelle, ça aide les plus démunis qui n'ont pas les moyens de se payer un avocat et c'est l'État qui verse une subvention aux avocats. Taxer les cabinets? Alors d'abord, vous avez raison de rappeler que l'aide juridictionnelle, c'est les plus démunis. Voilà, ce sont les plus démunis qui ont accès à un avocat. Ils n'en ont pas les moyens. Bien sûr. Ils ont accès à un avocat et l'État indemnise les avocats qui acceptent d'assurer cette mission. Donc c'est de l'aide juridictionnelle. Nous sommes dans la même logique que la suppression des 35 €. Je rappelle, on n'en parle pas, que nous avons supprimé le timbre de 35 € que payait le contribuable. Que payait, et qui entravait son accès à la justice. Donc nous l'avons supprimé. Ensuite, je vous rappelle que l'aide juridictionnelle augmente. Elle a encore augmenté de 10%. Donc il y a deux sujets. Elle a augmenté de 10%. Voilà, dans le prochain budget. Oui. D'accord? Elle augmente de 10%. Elle augmente. Il n'y a pas des engagements de l'État. Mais il y a un autre sujet. Depuis 10 ans... L'État n'a pas d'argent, voilà le sujet. Depuis 10 ans, depuis 10 ans, il y a... Oui, c'est vrai que l'État n'a pas d'argent et je le déplore. Depuis 10 ans. Mais je sais ceux qui ont dépensé l'argent avant l'heure. Ah bon? Oui. Mais vous aussi, vous avez dépensé. 600 milliards, mais vous, pas combien en plus? 600 milliards même chose. Non, ne faites pas de telles facilités. Ne faites pas de telles facilités. Il ne vous a pas échappé que les impôts vont baisser, qu'ils ont commencé à baisser, que 3 700 000 Français vont voir baisser leurs impôts dès l'automne, que 1 900 000 Français vont sortir de l'impôt sur le revenu. D'accord? Ça vous a pas échappé? C'est ce gouvernement. C'est ce gouvernement. Donc je reviens à l'aide juridictionnelle. Oui. Donc il y a le sujet. Ensuite, depuis 10 ans, nous avons 6 rapports qui disent que l'aide juridictionnelle est à bout de souffle et que le système est donc fragilisé. Donc nous continuons à augmenter l'aide juridictionnelle. Mais ce que je dis depuis 2 ans, c'est qu'il faut la réformer. Depuis 10 ans de rapport, aucun garde des Sceaux ne s'est aventuré à la réformer. Moi, j'essaie de la réformer. Donc, nous augmentons l'aide juridictionnelle. Elle n'est pas en péril au sens où nous ne réduisons pas. Par contre, ça ne suffit pas parce qu'il faut la pérenniser. Et pour la pérenniser, puisque comme vous dites, Monsieur Bourdin, avec raison, l'État n'a pas d'argent. C'est pas l'État qui pourra augmenter. Évidemment, on pourra augmenter de 10%, de 15% en faisant un effort. Mais, en fait, si on veut, d'abord... Il faut savoir que le plafond de ressources pour bénéficier de l'aide juridictionnelle est assez dérisoire, 936 €. C'est en deçà du seuil de pauvreté qui est à 977 €. En deçà de 1 000 €. Ensuite, l'indemnité, l'unité de valeur qui indemnise les avocats n'a pas été revalorisée depuis 2007. Il faut la revaloriser, c'est juste. C'est les avocats qui vont payer les avocats. Non, je vais revenir à cette affaire. Ensuite, il y a des contentieux qui concernent les pauvres, notamment par exemple sur des médicaments défectueux qui ne relèvent pas de l'aide juridictionnelle. Je pense que c'est injuste. Donc, il y a un certain nombre de choses à faire, indiscutablement. J'ai fait estimer ce que ça leur représentait de faire une grande politique nationale de solidarité avec l'aide juridictionnelle. Il faudrait la doubler. Donc on n'est pas dans augmenter de 10-15%, il faudrait la doubler. Mais comment la doubler puisque l'État n'a pas l'argent? Taxe sur les cabinets d'avocats. Alors moi j'ai proposé depuis 18 mois, il ne s'agit pas d'une taxe sur les cabinets d'avocats. Il s'agit de tirer enseignement, de la réalité. La réalité, c'est que 7% des avocats font 57% de l'aide juridictionnelle. C'est-à-dire que l'aide juridictionnelle qui a été conçue pour être mutualisée est très fortement concentrée. Cela fragilise les cabinets d'avocats qui en font beaucoup. Cela fragilise aussi des jeunes avocats notamment. Parce que l'aide juridictionnelle, je rends hommage aux avocats, c'est un engagement, c'est un acte militant de solidarité, mais c'est aussi parfois une nécessité. Qui voulez-vous taxer? Donc ce que je propose, j'ai proposé 11 pistes sur lesquelles je souhaite pouvoir travailler avec la profession. Et jusqu'à maintenant, c'était très difficile. Parmi ces pistes, il y a une sur laquelle la profession revient souvent, c'est de taxer les contrats d'assurance de protection juridique. Il se trouve que jusqu'à maintenant, le gouvernement s'y opposait en disant il a pris l'engagement de ne pas créer de nouveaux prélèvements obligatoires, donc il ne peut pas le permettre. Il y a 3 semaines, le Premier ministre m'a autorisé et a donné les consignes à Bercy pour que nous puissions travailler sur cette
possible taxe. Il se trouve que cette possible taxe, je l'ai dit à la profession qui n'a pas bronché. C'est nouveau, et il se trouve que la profession n'a pas bronché. Voilà, dans les contrats d'assurance. Par exemple, c'est une des pistes, elle n'est pas retenue encore, mais c'est une des pistes. Pour ce qui concerne ce que la profession appelle la taxe sur... Il a autorisé qu'on y travaille. Jusqu'à maintenant, c'était absolument interdit. Pour ce qui concerne ce que la profession appelle taxe sur la profession, il ne s'agit pas d'une taxe sur la profession, il s'agit, compte tenu de ce que je viens de vous dire, à savoir que 7% d'avocats font 57% de l'aide juridictionnelle, de proposer un mécanisme de solidarité à l'intérieur de la profession, c'est-à-dire de demander à de gros cabinets, plutôt que de leur demander de faire de l'aide juridictionnelle, parce qu'ils sont spécialisés en conseil fiscal, ils sont spécialisés en fiducie, ils sont spécialisés en transactions immobilières, plutôt que de leur demander de faire de l'aide juridictionnelle, je propose qu'on leur demande de contribuer à raison de une demi-heure par an, une demi-heure d'honoraires par an, jusqu'à 2 heures d'honoraires par an, de contribuer à abonder une partie de l'aide juridictionnelle. Voilà, je propose qu'on y travaille. Et si au bout des séances de travail, on constate que c'est inacceptable pour la profession, que ça n'est pas opérationnel, on l'abandonnera. Mais je propose au moins qu'on y travaille. De même pour le contrat, pour les taxes sur les contrats d'assurance, je propose à la profession d'y travailler. Et ça paraît très compliqué. C'est vrai que vous avez pensé démissionner ou pas ? Je ne sais pas pourquoi on m'obsède avec ça. Non, mais c'est pas moi. Moi, j'ai entendu ça, lu ça partout. Oui, moi aussi. Vous aussi ? Moi aussi. Jamais, à aucun moment. Et puis régulièrement, je dois y répondre. À aucun moment. Mais si je veux démissionner, j'en parle au président de la République et pas à vous, Monsieur Bourdin. Non, mais ça, j'imagine. Et je démissionne. J'imagine. Et je démissionne. Oui. C'est quoi ? J'imagine. C'est pas une maladie chronique. Dernière chose, sur la conférence sociale, il est temps que les entreprises jouent le jeu, vraiment, ou pas ? Elles jouent pas le jeu, Alors, il y a des entreprises qui jouent le jeu, mais vous savez, quand il y a une période difficile, il est possible d'en appeler au sens civique des chefs d'entreprise. Vous en appelez au sens civique ? Il y en a qui l'ont. Il y a des chefs d'entreprise qui sont des mécènes d'art et de culture, par exemple. Il y a des chefs d'entreprise qui financent des bourses. Il y a des chefs d'entreprise qui s'engagent contre la discrimination. Donc, nous avons des chefs d'entreprise. Vous vous souvenez, lorsque le New Deal, alors ni vous ni moi, on s'en souvient pas directement, le New Deal, par exemple, aux États-Unis, c'est une mesure, c'est une politique générale avec un engagement des acteurs économiques, y compris d'ailleurs pour la promotion culturelle, y compris aussi d'ailleurs pour le désenclavement de certains territoires. Donc il est possible à un moment difficile d'en appeler à la solidarité, d'en appeler à l'unité, d'en appeler au courage ensemble et à l'innovation. Et c'est ce que le président de la République a décidé de faire avec cette conférence sociale annuelle. Le ministre n'a pas cédé, lui, au MEDEF, hein, parce que j'ai entendu les critiques, vous aussi, il n'a pas cédé au MEDEF. Bon, on entend tellement de choses que... Oui. Ça va mieux avec Manuel Valls, vous entendez bien expliquez-moi à quel moment ça n'allait pas. Expliquez-moi. Sur la réforme pénale. Non, mais il a exprimé son avis, il a écrit, j'ai répondu, j'ai écrit, nous nous sommes parlé et ça n'a jamais cessé depuis le 17 mai 2012. Nous nous parlons ce week-end encore. Merci Christiane Taubira d'être venue nous voir ce matin. Merci Monsieur Bourdin. Merci.